Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Engagement national contre les violences basées sur le genre. La première dame, Dominique Ouattara, marque son soutien à ce combat. Une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui veut mobiliser toutes les forces vives de la nation autour d'un idéal, faire avancer la société sans les VBG. Le gouvernement accélère la transformation de la zone industrielle de Yopougon. Des travaux sont en cours pour rénover les voies de ce pôle économique. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat y a effectué une visite de terrain. Khalil Konaté constate l'état d'avancement des chantiers. La rénovation va renforcer la dynamique d'amélioration de l'environnement des affaires. Et c'est une épice au parfum puissant et à l'histoire séculaire. Le sous-marin est bien plus qu'un simple condiment. Il est le reflet d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Une identité culinaire profondément enracinée et contient aussi des vertus utiles au fonctionnement de l'organisme. Sous-marin, l'art culinaire des savanes africaines. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis à suivre aussi en République centrafricaine, après des jours d'attente et de spéculation, un premier avion transportant des migrants expulsés des États-Unis a atterri ce vendredi soir à Bangui. Les autorités n'ont pas communiqué sur ce transfert. Cet accueil s'inscrit dans la stratégie de l'administration américaine visant à transférer certains migrants vers des pays tiers. Une société sans les violences basées sur le genre, c'est possible, mais il faut l'implication de tous, se mettre en ordre de bataille contre les VBG, une cérémonie d'engagement national lancée avec le soutien de la Première Dame. On en parle avec Mahama Traoré. Une Côte d'Ivoire sans VBG, violence basée sur le genre. Pour relever un tel défi, toutes les forces vives de la nation se sont mobilisées ce samedi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, aux côtés de la première dame Dominique Ouattara. Sous le regard de l'épouse du chef de l'État, des présidents d'institutions, leaders religieux, de la société civile et du secteur privé signent pour marquer leur engagement à éliminer toutes les formes de VBG. La nation ivoirienne reconnaît solennellement que les violences basées sur le genre sont radicalement incompatibles avec les valeurs fondatrices de notre République, l'union, la discipline et le travail. À compter de ce samedi 13 juin 2026, nous, signataires du présent engagement national, proclamons une tolérance zéro, absolue et sans équivoque aux violences basées sur le genre sur tout le territoire national. En 2024, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 9000 cas de VBG, se présentant sous la forme de viol, mutilation génitale, mariage forcé, agression physique ou encore des dénis de ressources. C'est dire que le phénomène persiste. Cet engagement national endossé par les présidents d'institutions et autres décideurs publics et privés prend donc tout son sens, selon la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le monde, une femme sur 3 subira au cours de sa vie une forme de violence physique ou sexuelle. Aucun pays ne peut se considérer à l'abri. Alors, face à cette réalité, une nation n'a qu'un devoir, agir. Agir avec fermeté, agir avec constance, agir ensemble. L'engagement que nous venons de prendre ensemble doit être un serment inviolable. Il doit être notre boussole, il doit être notre baromètre. Un baromètre qui bénéficie de la caution morale de la première dame de Côte d'Ivoire, fondatrice de la Maison des femmes d'Adiaké, centre dédié à la prise en charge des victimes de VBG. Dominique Ouattara loue le bien fondé de cet engagement national. Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits humains, un frein direct à l'autonomie de nos sœurs et une entrave au plein développement de notre nation. C'est donc collectivement que nous devons agir pour éradiquer ce phénomène de notre société. Si le nombre de cas signalés progresse, c'est parce que les femmes osent parler davantage et que les mécanismes de dénonciation se renforcent. Cette libération de la parole est déjà en soi une avancée notable qui nous permet de prendre conscience de la gravité de la situation et de rechercher collectivement les solutions appropriées.
Preuve que la dénonciation s'intensifie, 2 victimes ont osé témoigner lors de cette cérémonie. Un courage déterminant dans cette lutte, selon la première dame de Côte d'Ivoire. Mes chères sœurs, nous vous avons entendu et vous n'êtes plus jamais seules. Votre courage est le fondement moral de notre engagement commun. À toutes les femmes qui souffrent encore en silence, je veux vous dire que vous avez le droit et l'opportunité de vivre libre, aimé et respecté. Vous le méritez. La Côte d'Ivoire que nous voulons prospère et développer ne peut pas se construire efficacement et durablement sans la contribution pleine et entière de ces femmes. C'est pourquoi j'exhorte chacun des signataires à cette déclaration à honorer l'engagement pris aujourd'hui avec constance et détermination. Et ce, jusqu'à ce que les violences basées sur le genre soient définitivement éradiquées de notre société. Cette mobilisation des forces vives à travers cet engagement national vient renforcer le dispositif législatif et institutionnel de lutte, dispositif caractérisé par une loi d'interdiction des VBG survenue en décembre 2021, la mise en place d'un numéro vert, le 1308, 2 centres d'écoute dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie pour dénoncer les auteurs de telles pratiques. C'est un grand événement international qui donne le goût de la lecture. Le Salon international du livre d'Abidjan, la 16e édition, a pris fin le 2 mai dernier avec une forte mobilisation et surtout le livre qui devient une cause nationale avec la visite une nouvelle fois du président de la République et de la première dame. On fait le bilan avec le commissaire général, Ange-Félix Ndapri, qui est l'invité de la Page Culture ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Un mot sur cette édition 2026 du SILA. Un succès que nous ne boudons pas du tout au regard de la qualité de la mobilisation des hautes personnalités. Vous l'avez dit, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la 2e fois, 2024-2026, visite le salon, également accompagné de son épouse, la première dame. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Merci, monsieur le commissaire général, je dois dire, honorable, puisque vous êtes député. Et allons justement voir vos collègues parlementaires. Au niveau du Sénat, une séance de travail des sénateurs de la Commission des affaires sociales et culturelles. Ils ont reçu la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, qui a présenté un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. C'est un mécanisme du gouvernement pour lutter contre les inégalités. Kader Sogodogo. La Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, avec à sa tête le sénateur Michel Kofi Benoît, reçoit la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo. En sa qualité d'émissaire du président de la République, elle est venue soumettre le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de doter le secteur d'un cadre juridique adapté avec en prime le statut de ceux qui l'animent. Le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire place l'homme au cœur du développement. La Côte d'Ivoire a cette belle opportunité d'avoir les acteurs qui œuvrent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et il nous fallait cette loi pour donner ce cadre légal, mais surtout permettre aux mutuelles, aux associations et aussi aux entreprises qui désirent avoir comme modèle l'économie sociale et solidaire de pouvoir dérouler ce qu'elles voudraient bien faire. La séance a été clôturée avec le vote à l'unanimité du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. Justement, en économie, le gouvernement ivoirien poursuit aussi la modernisation des infrastructures industrielles. Il y a des travaux dans la zone de Yopougon pour renforcer la dynamique d'amélioration de l'environnement des affaires et la compétitivité des entreprises. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Khalil Konaté, est allé constater l'état d'avancement des travaux et de rénovation des voiries. Christian Kouakou, Amidiara Souba, Désiré Afou. Longtemps confrontée à la dégradation de ses routes, la zone industrielle de Yopougon est engagée dans une vaste opération de réhabilitation de ses infrastructures routières. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Khalil Konaté, en visite de terrain, souligne les progrès réalisés sur plusieurs axes stratégiques. La Côte d'Ivoire est en train d'aller vers l'industrialisation de certaines filières. Et je me réjouis de ce que l'entreprise dans laquelle nous sommes aujourd'hui est en train de travailler sur des solutions d'argile calcinée dans la production de ciment. Je voudrais les féliciter
et encourager la SOGEDI et les acteurs du secteur privé à échanger pour voir comment nous pouvons cofinancer certains investissements pour améliorer leurs conditions de travail dans les zones industrielles. Pour le responsable de la SOGEDI, Société de gestion et développement des infrastructures industrielles, ces réalisations interviennent pour répondre aux besoins d'une économie dynamique. Nous sommes vraiment dans une grande dynamique. Vous savez que notre économie marche très bien et quand l'économie marche, les investisseurs arrivent. Pour pouvoir capter ces investissements, il faut que la SOGEDI soit à la hauteur. C'est ce travail que nous faisons aujourd'hui pour dévancer les demandes, pour faire en sorte que nous puissions offrir les infrastructures qu'il faut pour consolider notre dispositif. La zone industrielle de Yopougon amorce sa transformation sur une superficie de 469 hectares avec 5 km de voies déjà réhabilitées, 2 km de voies en cours de rénovation et 8 km de voies à réaménager. Et cette zone industrielle est une opportunité d'emploi. La question du travail d'ailleurs abordée à la 114e session de la conférence internationale à Genève en Suisse. Là-bas, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a eu plusieurs rencontres. Adama Camara a échangé avec ses homologues français et guinéens. Ils ont parlé du renforcement de la protection sociale et l'accélération de la formation professionnelle. Envoyés spéciaux à Genève, Grascando, Adam Sangaré. La France et la Côte d'Ivoire jettent les bases d'un partenariat renforcé. La coopération nord-sud est en marche. À Genève, en Suisse, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle et son homologue français ont échangé sur plusieurs sujets. La protection sociale, l'emploi décent et la formation professionnelle. Et j'ai pu rassurer le ministre ivoirien en lui disant que la France était bien sûr disposée à travailler avec la Côte d'Ivoire pour former les jeunes dans l'agroalimentaire en utilisant toutes les ressources bien sûr de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'industrie. On a tracé des perspectives autour de l'industrie minière par exemple. La France est prête à aider la Côte d'Ivoire pour valoriser ses ressources et surtout former ces jeunes pour qu'ils puissent trouver un emploi solide, un emploi qualifié. On a développé ensemble une idée qu'ils ont en pratique chez eux, c'est l'idée de usine-école. À la différence de la formation purement académique, ce sera une formation qui va s'axer sur la formation pratique. De sorte que, au lieu que ce soit les apprenants qui aillent vers les entreprises, que ce soit plutôt les entreprises qui viennent vers les apprenants. Le ministre Adama Camara s'est aussi entretenu avec son homologue de la Guinée. Les deux personnalités ont passé en revue les instruments de protection sociale et la nécessité de la couverture maladie universelle. Nous avons décidé de venir en Côte d'Ivoire, discuter avec le ministre et de façon pratique et chercher à comprendre comment la Côte d'Ivoire est arrivée à ce niveau et surtout sur la question de biométrisation qui nous permettra à coup sûr de réussir la question de protection sociale dans notre pays. C'est vraiment avec beaucoup de joie que la Côte d'Ivoire partage son expérience avec la Guinée. La protection sociale est universelle. Autant d'Ivoiriens que les Guinéens est en droit d'avoir une assurance maladie, autant de Guinéens et d'Ivoiriens sont en droit d'avoir une assurance vieillesse. C'est cette synergie d'action que nous allons mettre en œuvre pour tirer tous les autres pays de notre continent vers la matérialisation de l'universalité de ces instruments de protection sociale. Toujours au chapitre des rencontres, le ministre Adama Camara a en outre échangé avec le directeur du Centre du travail de l'Organisation de coopération islamique. Au menu des discussions, la formation de 2000 jeunes, la promotion du travail décent et le renforcement de la santé et de la sécurité au travail. Et la question du travail, mais aussi la préservation de l'environnement, la réunion du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire s'est déroulée hier. Ce mécanisme sert à la certification du bois d'exportation ivoirien en direction de l'Union européenne. Les deux parties ont fait le point sur une série d'initiatives pour homologuer le bois provenant de Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Première réunion du comité conjoint pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire APV-FLECT, ce mécanisme pour la légalité du bois d'exportation vers l'Union européenne. Le ministre Jacques Assaoré Conan situe le contexte de pays ayant perdu 80% de sa couverture forestière. Il s'agit de regarder l'agenda de mise en œuvre de cet accord, ce qui a déjà été fait et de se projeter dans la perspective de pouvoir délivrer les premières autorisations FLECT qui vont permettre à notre pays de pouvoir accéder
au marché européen sans entrave. Parce qu'à partir de l'année prochaine, tous les produits qui vont être issus de la déforestation ne pourront pas avoir accès au marché de l'Union européenne. L'Union européenne, aux côtés de la Côte d'Ivoire, depuis la signature de l'accord APV-FLECT en février 2024 à Bruxelles, le chef de la délégation en Côte d'Ivoire encourage les efforts du pays. Le partenariat volontaire sur la gestion des forêts montre le sérieux avec lequel les autorités ivoiriennes ont conduit cet exercice. Donc j'ai entièrement confiance dans la préparation des autorités ivoiriennes, des acteurs ivoiriens, qu'il s'agisse du secteur privé, mais aussi de la société civile, qu'il s'agisse du législatif, qu'il s'agisse des autorités traditionnelles. La Côte d'Ivoire a alors lancé pour une production légale validée par l'Union européenne et pour assurer celle-ci un plan de réforme prioritaire du secteur forestier. Le système de vérification de la légalité des bois a été approuvé. Et il faut aussi atteindre l'autosuffisance alimentaire, notamment réduire la dépendance en riz. Le gouvernement passe à la mécanisation du secteur risicole pour augmenter la production. À Logboguidia, dans le département de Daloa, les producteurs ont reçu des lots d'équipements et d'intrants, une opération menée par le ministre délégué à la production vivrière. Le reportage de Charles Tatou. Logboguidia, village de grande production de riz dans le département de Daloa, grâce à son bas-fond de plus de 150 hectares et son barrage d'irrigation. Les acteurs de la filière riz d'ici ne travailleront plus à la daba. Ils viennent de recevoir des tracteurs laboureurs, des batteuses et des intrants. Des équipements pour passer à la riziculture mécanisée. Nous travaillons avec la daba et ça ne nous permettait pas d'avoir de bonnes productions pour pouvoir nourrir notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de pouvoir participer à la sécurité alimentaire de notre pays. Cette cérémonie marque le lancement de l'opération de remise d'équipements agricoles aux riziculteurs à travers les zones de production du pays. La DERI réaffirme les efforts du gouvernement. L'État a mis en place un projet avec un financement BID pour construire 7 centres de conditionnement. Il y a 5 qui vont ouvrir d'ici fin 2026. Le ministre chargé de la production vivrière exhorte les producteurs à accroître leur rendement afin de nourrir durablement toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République a décidé de faire de la sécurité alimentaire et même de la souveraineté alimentaire des axes stratégiques de sa politique. Cette politique répond à la nécessité de faire face aux besoins alimentaires sans cesse croissants du fait de l'augmentation de la population, mais du fait aussi du changement climatique. Logboguidia fait partie du pôle du Go, renfermant les districts du Haut-Sassandra et du Go-Dibois. Et on va s'arrêter sur ce document. On vous parle ce soir d'une épice au parfum puissant et à l'histoire séculaire. Vous connaissez certainement le soumara, qui est bien plus qu'un simple condiment. Il est le reflet d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, une identité culinaire profondément enracinée et contient aussi des vertus utiles au fonctionnement de l'organisme. Soumara, l'or culinaire des savanes africaines, c'est un sujet de Fatou Fofana. Ça, c'est du soumara à l'Afrique de chez nous. Ce qui fait la particularité est qu'il sent bon, c'est l'odeur naturelle même du soumara. Bien connu et très prisé, ce mets illustre la richesse du patrimoine culinaire des communautés du nord de la Côte d'Ivoire. Et s'il y a un ingrédient indispensable à sa confection, c'est bien le soumara. On rajoute la poudre de soumara. Dans les marchés, cette épice, connue pour son odeur particulière et son apport gustatif unique, est proposée sur les étals sous différentes formes. Ça, on vient nous livrer. Quand ça quitte en Guinée pour venir, là, tu fais ta commande et puis on t'appelle. Mais ceux-là, on prend à Djamé, on prend les grains, voilà ça. Voilà. Maintenant, on va trier, enlever les cailloux, tout ce qui est saleté. Maintenant, après, on fait le boulot. Le soumara est obtenu à partir du néré, le fruit d'un grand arbre que l'on retrouve dans les savanes soudanaises et sahéliennes, en Afrique de l'Ouest et du Centre. En Côte d'Ivoire, principalement dans les zones nord, comme ici, dans la région du Hambol, à Tiengaraka. Grain de néré là, si je veux préparer, je mets ça au feu, toujours jusqu'à la journée, pour faire le feu là, jusqu'à ça venir cuire. Le lendemain matin, je pile pour laver encore.
Et puis je mets ça au calebasse. Ça va le lendemain, 2 jours, 3 jours là, j'enlève ça. Si c'est pourri, voilà, c'est ça que je mets ça aussi encore au soleil. Si c'est sec là, maintenant c'est fini. L'arbre du néré est considéré comme magique et béni dans de nombreuses communautés africaines. La racine, l'écorce, les feuilles jusqu'aux fruits, chaque partie regorge de vertus médicinales. Le soumara provient de la fermentation des grains de néré, encore appelé Parkia biglobosa. Le soumara a des vertus cardioprotecteurs à cause de la présence du potassium et du calcium. Il aide beaucoup également au niveau de la santé osseuse, à cause de la présence du calcium et du phosphore. Très bon pour les femmes enceintes, les enfants. Et il contient de la vitamine C, tout ça pour favoriser l'absorption du fer. Il est également antidiabétique potentiel. Il ne remplace pas le médicament, c'est vrai, mais il permet d'inhiber les enzymes qui font monter la glycémie dans le sang, donc telles que l'alpha-glucosidase et l'alpha-glucidique. Il est aussi antimicrobien parce qu'il provient de la fermentation. Dénommé aussi moutarde africaine, le soumara est utilisé pour se prémunir de certaines maladies et rehausser le goût dans la confection de nombreux plats du terroir. Et cela remonte à bien longtemps. La légende raconte qu'à l'époque de l'Empire du Mandingue, au XIIIe siècle, le roi Soundiata Keïta en consommait pour se revigorer avant les différentes batailles. Là, on sort de table avec le soumara au menu pour aller en France où ils étaient en stage au sein de plusieurs grandes rédactions de chaînes françaises. Les 10 agents de la RTI sont de retour à Abidjan. Ils ont présenté leur rapport d'immersion professionnelle devant le comité de direction. Ils ont fait le résumé de leur passage dans une dizaine de médias français. Une action de la direction générale pour booster les capacités du personnel. Régis Kofi, Célestin Frodo. Pour cette seconde phase, ils sont au nombre de 10. Ces journalistes, monteurs, infographistes, réalisateurs et responsables de programmes qui ont effectué des stages d'immersion au sein de différentes télés et radios françaises. Ces agents de la RTI ont présenté au comité de direction les résultats de leur stage. J'étais à France Média Monde, précisément à RFI. J'ai appris beaucoup de choses, les processus de création des émissions, la dimension managériale d'un média aussi puissant et mondial. J'ai appris beaucoup de choses, des outils performants qu'on pourrait implémenter chez nous ici à la RTI. Cette formation, c'est pour quand même aussi partager avec nos collègues ici. Et nous prions aussi que demain, qu'ils partent aussi en immersion, afin que vraiment nous soyons tous au même niveau d'information. Nous remercions le directeur général de la RTI qui a compris que même si on est dans un monde professionnel et donc on est imprégné dans le cadre professionnel, il faut des formations pour renforcer les capacités. Cette immersion professionnelle, effectuée sur la période du 28 février au 1er mai 2026, est une volonté de la direction générale d'outiller son personnel sur les nouvelles méthodes et technologies. On veut être une maison de médias de professionnels, de vrais professionnels, de professionnels aguerris. C'est l'objectif que nous visons. Nous sommes le média public. Nous souhaitons maintenir notre position de média de référence. Ce benchmark, primordial dans le repositionnement de la chaîne en tant que leader du paysage audiovisuel ivoirien et de l'espace subsaharien, est une volonté de la direction générale. Là, depuis le 11 juin, la caserne militaire d'Akwedo accueille les Olympiades de l'armée de terre. 3 jours de compétition où militaires et civils repoussent leurs limites à travers des épreuves physiques. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens armée-nation. C'est ce que nous apprend Nousangaré. Militaires, entreprises et étudiants partagent le même terrain et les mêmes exigences sportives. Nous sommes à la 2e édition des Olympiades de l'armée de terre. Une immersion qui rapproche le monde militaire de la population civile à travers le sport. Elle permet de communier avec l'armée, de nous imprégner des réalités de cette institution et puis aussi de préparer nos étudiants à l'endurance intellectuelle. Parce que c'est aussi l'endurance physique, mais l'endurance intellectuelle, le physique aussi impacte l'esprit. Pour les organisateurs, ces Olympiades constituent également une vitrine des valeurs portées par l'armée de terre. Rigueur, engagement et solidarité. Les parcours sont jonchés d'épreuves de force, d'épreuves d'endurance
et d'épreuves qui permettent à chacun de pouvoir suivre le groupe. Pendant ces 3 jours, Akouedo devient ainsi le théâtre d'une compétition où chaque obstacle franchi symbolise la volonté de se dépasser. Selon les directives du chef d'état-major général des armées, aujourd'hui, il nous demande de faire en sorte que toutes les armées puissent se retrouver sur un seul plateau et mener des activités communes. Les forces militaires, forces paramilitaires, en tout cas l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour mener une activité pour renforcer la cohésion au sein des armées. Ici, vous avez vu que nous avons des entreprises qui ont donc participé dans le cadre du renforcement des liens armées-nation. Débutée le 11 juin dernier, la 2e édition des Olympiades de l'armée de terre a fermé ses portes ce samedi 13 juin avec plus de 2000 participants. On va continuer en sport. Vous le savez, nous sommes en pleine Coupe du Monde et Bouaké se met au diapason de l'événement entre stratégie de mobilisation, mise en place de fan zones et dispositifs sécuritaires. Les acteurs sportifs locaux s'organisent et veulent faire vivre aux populations une compétition à la hauteur de leur passion pour le football. Léon Brou. À quelques heures du coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde de football, acteurs et mouvements sportifs de Bouaké entrent dans le match des préparatifs. À l'ONS, Office national des sports, réunion entre le délégué et ses collaborateurs. Il s'agit de mettre en place le dispositif d'une fan zone, le village mondial. Un géant village mondial sur la place du Stade de la Paix de Bouaké. Tous les matchs qui vont se dérouler pour le mondial vont être retransmis sur des écrans géants. Ce que vous voyez, ça a pris un jour. Donc il reste une ligne en haut. On va finir ça tout à l'heure en 2 heures. L'autre côté aussi, il reste une ligne en haut. Dans le 3e écran, un jour, on pense être dans le temps. L'ONS crée ce village mondial pour offrir aux populations l'opportunité de vivre en direct les temps forts de la Coupe du Monde, comme au stade. Déjà élaboré des stratégies de mobilisation vers cet espace. Nous avons plusieurs canaux. Nous passons d'abord par les réseaux sociaux et encore plus par les présidents de jeunes. Et comme tous les matchs de la Coupe du Monde seront en direct au niveau du stade, l'information est déjà passée. Également penser la sécurité dans cette fan zone. Il faut maîtriser et canaliser les flux de supporters. On a écrit à toutes les forces de l'ordre de Bouaké pour la sécurisation de la manifestation. Aussi, comme vous le savez, le stade est très sécurisé avec les caméras disposées dans tous les endroits. Maquis, espace public et structure sportive de Bouaké, déjà en ordre de bataille pour vibrer au rythme du plus prestigieux rendez-vous du football mondial. Que la fête commence donc. Et la fête, c'est sur la RTI, sur la chaîne de la RTI. À suivre donc la Coupe du Monde sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. Dans le reste de l'actualité, en République centrafricaine, après des jours d'attente et de spéculation, un premier avion transportant des migrants expulsés des États-Unis a atterri ce vendredi soir à Bangui. Les autorités n'ont pas communiqué sur ce transfert. Cet accueil entre dans la stratégie de l'administration américaine visant à transférer certains migrants vers des pays tiers. La République centrafricaine est le dernier pays africain en date à avoir accepté un tel accord. C'est samedi soir, voici le temps consacré à la culture. Les populations de Bingerville ont célébré le festival de la danse Goumé. C'est un mélange de rythmes traditionnels de plusieurs peuples en Côte d'Ivoire. L'initiative permet la pérennisation de cette danse révélée par les anciens. David Soyou. Le Goumé, danse traditionnelle et expression des valeurs identitaires de la communauté originaire de Baba dans la commune de Bingerville. Bienvenue à la première édition du festival de la danse Goumé. Pour les initiateurs, ce rendez-vous culturel vise à pérenniser ce patrimoine. Avant nos parents, chaque fête, ils se mettaient tous ensemble pour faire le Goumé. Voilà, ils se levaient, ils allaient saluer les Hadjans. Les Hadjans étaient invités pour faire la fête, et ainsi de suite. Vous voyez, et depuis très longtemps, le Goumé a commencé à ne plus exister dans le district d'Abidjan. Et nous, qui sommes les enfants de ces acteurs-là qui étaient là auparavant, avons décidé de faire revivre le Goumé. Facteur de cohésion et du vivre ensemble, la célébration de la danse Goumé est porteuse de paix. On est tous rattachés
à la culture, en commémorant nos racines. Voilà, c'est un plaisir. Et puis, j'encourage tout le monde à pouvoir retourner à ses racines, à sa culture. Les initiateurs entendent pérenniser cet art et le transmettre de génération en génération. On retrouve maintenant l'invité de la page culture. On reçoit avec beaucoup de plaisir Ange-Félix Ndapri, le commissaire général du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, 16e édition tenue du 28 avril au 2 mai dernier au Parc des Expositions. Ce qu'on a noté, c'est qu'au fil des ans, le SILA prend du volume. Et cette année particulièrement, il y a de très très bons chiffres, notamment en termes de fréquentation de livres vendus. Nous sommes effectivement partis du bas de l'échelle depuis plusieurs décennies pour être aujourd'hui à cette 16e édition, là où nous en sommes avec ce sentiment de satisfaction. Vous savez, pendant longtemps, il y a des clichés faciles qui ont confiné l'édition, la littérature dans le ghetto. Et donc cette 16e édition a permis justement de sortir l'édition, le livre, la littérature de ce ghetto-là en démontrant que la littérature est un des piliers essentiels dans l'édification d'une nation. Et donc nous sommes vraiment satisfaits des retours que nous avons reçus, de par la qualité, comme je l'ai dit en début de propos, la qualité des hautes personnalités que nous avons reçues, le chef de l'État, son épouse, toutes les institutions de la République nous ont visités. Il y a aussi cet engagement des professionnels et acteurs de la chaîne du livre et enfin la passion du public qui nous a rendu visite sur les 5 jours pour nous permettre de justifier de certains chiffres assez importants. C'est 200 000 visiteurs que nous avons quand même reçus durant les 5 jours, sans compter les 1 260 000 de visiteurs sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA que nous réalisons par les exposants pour 60 000 livres référencés, soit 45 000 livres effectivement vendus et enfin 25 pays qui ont pris de leur temps pour visiter la Côte d'Ivoire. Oui, et le pays à l'honneur cette année, c'était le Liban. C'est vrai que cette grosse figure de la littérature libanaise, Amir Malouf, n'était pas là. Mais qu'est-ce qui a justifié justement le choix du Liban ? Vous savez, le Liban, c'est une force, j'ai envie de dire une force à trois niveaux. D'abord, la civilisation arabe, ensuite son identité orientale, et enfin une forte empreinte francophone. Donc ces 3 éléments réunis font du Liban une terre d'écriture, une terre de culture, une terre de littérature. Et nous suivons tous l'actualité qui domine le monde depuis quelques semaines, quelques mois déjà, notamment dans cette partie du monde où le Liban est basé. Et c'est aussi une façon pour nous, Côte d'Ivoire, à travers nos autorités, de manifester notre solidarité. Alors, Franck Kodjo revient sur cette édition 2026 du SILA. On regarde et on se retrouve juste après. Le Salon international du livre SILA, 16e édition, portant pour thème « Lire pour bâtir » s'est achevé le 2 mai dernier. Historique, selon bien d'observateurs, et les chiffres sont éloquents. 200 000 visiteurs venus de 22 pays à travers le monde, 125 exposants, 60 000 livres vendus et un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA selon le rapport du comité scientifique. Des faits marquants, au-delà des chiffres, la présence du couple présidentiel sur 2 jours d'intervalle, le 29 et 30 avril, sans oublier le salon décentralisé avec le concept Bouaké fait son SILA, Bouaké ville à l'honneur, mais aussi le Liban pays à l'honneur et les SILA Legends, sans oublier l'auteur à l'honneur, l'ambassadeur Maurice Bandama. Cerise sur le gâteau, un espace dédié aux productions littéraires des partis politiques, le RHDP et le PPACI. Feuilleter les pages du SILA 2026, un exercice délicieusement fastidieux dont les plus grandes lignes seront développées par l'invité en plateau de la page culture. Voilà, et on le retrouve, l'invité en plateau. Cette édition, Franck Kodjo vient de le dire, c'était l'édition des particularités, notamment les partis politiques qui avaient des stands au Salon international du livre d'Abidjan, le RHDP, le PPACI. Pourquoi avoir accepté
de les intégrer aussi là, avec peut-être beaucoup de préjugés, j'imagine. Vous le dites si bien, mais avant ça, je voudrais quand même revenir sur la participation du Liban en saluant l'implication de l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire. Et ce salon, nous l'avons bâti, nous l'avons élaboré en étroite synergie avec l'Union libanaise culturelle mondiale de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons aujourd'hui, à travers votre antenne, dire merci à ces partenaires. Alors, pour revenir à la participation des partis politiques, bon, nous le disons, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Il s'agit d'un salon du livre. Un salon du livre a pour vocation de faire la promotion des idées, de faire la promotion des connaissances, des savoirs, mais aussi des idéologies. Les partis politiques, donc ces entités politiques-là, ont en leur sein des personnalités, des auteurs. Donc c'est l'occasion pour nous de leur donner la possibilité justement de faire la promotion de leurs écrits. Et aussi, ça contribue à renforcer la cohésion sociale, la paix. Ça crée les conditions de rapprochement, de dégel, d'échange, de proximité. Et c'est une bonne chose. Et nous exhortons les autres partis politiques à nous rejoindre dès l'année prochaine pour le Salon du Livre. Et il y a eu aussi Aube Nouvelle du gouverneur Vincent Toby qui a pris part à cette 16e édition également. Et comme vous parlez de proximité, c'était aussi l'objectif d'ici là, en se rapprochant des villes de l'intérieur du pays pour permettre aux populations de vivre l'événement. Boaké, c'était particulièrement intéressant avec l'engouement des populations et l'engagement des autorités locales. À Boaké, c'était mémorable. Boaké, c'était mémorable avec l'implication de son député-maire, le ministre Amadou Koné, qui a vraiment investi pour que Boaké puisse faire son SILA. Et cela nous a aidé à relever le défi de la délocalisation de cet événement. Le salon, depuis toutes ces éditions, se tient sur Abidjan. Il était important, à un moment donné, de penser aussi à ces populations de l'intérieur du pays qui ont aussi besoin de savoir, qui ont aussi besoin de connaissances, qui ont aussi besoin d'avoir un rapport assez particulier avec le livre et la lecture. Et c'est ce que nous avons fait avec Boaké. Ça a été une réussite totale. Alors, à partir d'un certain moment, je pense, le SILA, après ces éditions notamment, doit penser à d'autres aspects, notamment l'aspect marché véritablement, en intégrant ces aspects d'achat de droits, de rencontres professionnelles, pour donner effectivement cette dimension beaucoup plus importante. Vous avez donné les chiffres, le chiffre d'affaires, oui, mais il faut peut-être aller vers cette idée du marché africain ou international du livre. Nous sommes totalement d'avis avec vous. L'Afrique est un continent merveilleux, magnifique, qui regorge de tellement de potentialités, mais l'Afrique souffre de par ses cloisons, souffre de par ses barrières. Et nous, on a très bien compris qu'au niveau du livre, il est important d'aider à décloisonner toutes ces barrières linguistiques. Et donc le SILA aujourd'hui, qui se positionne un peu comme la pierre angulaire de l'édition africaine, se veut être ce marché africain de cession et d'achat des droits. Nous avons réussi depuis quelques années à enregistrer la participation active des pays anglophones, des pays arabophones, des pays lusophones, et tout cela pour permettre justement à tous ces acteurs professionnels qui viennent de pouvoir faire des affaires, de pouvoir saisir des opportunités d'échange et de partenariat. Et il y en a déjà eu ? Oui, il y en a eu cette année, les années précédentes, parce qu'un salon aussi tisse sa force dans ce que nous appelons le programme professionnel. Le programme professionnel, c'est un programme qui est déployé à travers des ateliers, des séminaires, pour permettre justement à tous les acteurs de pouvoir mutualiser leurs énergies et faire des affaires ensemble. Et ça se passe très bien. Entre l'Afrique, la Guadeloupe, entre l'Afrique, l'Europe, entre l'Afrique et l'Amérique, nous faisons des affaires, des partenariats avec des confrères, des consoeurs de ces espaces. Sur ce point, on va parler de l'économie du livre. Et cela passe aussi par une formation des acteurs du livre. Vous avez signé une convention avec l'université Félix Houphouët-Boigny pour justement former au métier du livre, pour donner ou faire vivre cette chaîne du livre. Mais pourquoi on a l'impression que ça ne décolle pas, ça ne marche pas encore ? Cette convention date de 2025, donc l'année dernière, justement avec l'université Félix Houphouët-Boigny, pour que justement une formation diplômante soit dispensée
à l'effet de contribuer à la professionnalisation des métiers du livre. Nous sommes à la phase de rédaction. Il faut tout de suite dire que ça n'existe pas encore. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire n'avait pas jusqu'alors développé cette formation dans ses différents curricula supérieurs et techniques. C'est chose faite. Programme plutôt porté par l'Université de Côte d'Ivoire, qui est à la phase de rédaction des devis pédagogiques et des curricula pour pouvoir les adapter aux standards internationaux. Donc nous pensons que dès la rentrée prochaine, ça sera chose faite pour que et les professionnels, mais aussi les diplômés bacheliers puissent aborder cette carrière. D'accord. Merci Ange Félix Ndakbi, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan. On a fait le point sur cette 16e édition. On va dire vive l'édition 2027. Merci d'avoir été l'invité de la page culture ce soir. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend qu'une belle eau ne reste pas longtemps dans le Canari. Dieu le voulant, on se retrouve demain.